sans plus tarder, sans plus tarder, passer la parole à Dr. Simon Dubroc pour cette présentation sur les impasses thérapeutiques et la gestion de celles-ci. Alors, bonjour tout le monde, je me présente, je m'appelle Simon Dubroc, je suis psychiatre au CHUM et puis je fais aussi partie là, du Hub là, dans plusieurs séances, donc on va avoir la chance de se revoir. Je vous présente aujourd'hui sur les impasses thérapeutiques. Je n'ai pas de conflit d'intérêt pour cette présentation. Le but de cette capsule-là, c'est un peu de discuter c'est quoi les caractéristiques qui surviennent le plus souvent là, sur les patients qu'on va trouver difficiles. On va essayer d'explorer c'est quoi les principales stratégies d'intervention qu'on peut appliquer quand on est dans une situation d'impasse et d'essayer de se donner une certaine structure pour réfléchir à les situations d'impasse. Donc, d'avance, je vous mentionne quand même que les impasses, c'est un sujet qui est très large et pourquoi c'est difficile? Souvent, c'est que c'est des cas qui sortent un peu des livres, des textbooks, des guidelines qui sont là. Donc, vous allez voir qu'il y a une partie qui est aussi un peu expérientielle puis qui est un peu, je vous dirais, moi, comment j'ai tendance à réfléchir à ces situations-là. Donc, vous pouvez prendre ce qui vous plaît et mettre de côté ce qui vous plaît moins. Si on pense d'abord à certains cas cliniques, parce que c'est toujours aidant, puis je suis sûr que peu importe dans quelle situation vous travaillez, il y a au moins un de ces cas-là qui devrait vous parler. Donc, on peut penser à un jeune homme de 19 ans qui a une maladie affective bipolaire, qui consomme des stimulants, du cannabis, puis qui a des hospitalisations à répétition en lien avec des rechutes de consommation d'amphétamines qui exacerbent ces symptômes de maladie bipolaire. Puis quand vous le rencontrez, malgré là, ces multiples rechutes, mais il vous dit qu'il ne voit pas vraiment pourquoi vous incitez pour qu'il modifie sa consommation, puis qu'il trouve que le problème, c'est plus les policiers qui l'amènent à l'hôpital à chaque fois. Une autre situation, donc une dame de 39 ans qui a des enjeux au niveau de la personnalité limite, un vécu traumatique, possiblement un trouble de stress post-traumatique avec de l'anxiété, qui a une problématique de consommation d'alcool, un historique de multiples tentatives de suicide, puis qui continue de consommer de l'alcool malgré vos efforts pour l'amener à cesser cette consommation. Puis là, dans un de vos rendez-vous de suivi, bien, elle vous reproche que vous ne faites absolument rien pour elle et puis qu'elle ne comprend pas que vous n'êtes pas compétent assez pour lui enlever son mal de vivre et régler son problème. Un monsieur de 59 ans qui a une schizophrénie, qui a plusieurs comorbidités physiques. Puis pour vous, ce n'est pas clair, est-ce qu'il y a un trouble d'usage ou est-ce qu'il consomme de façon abusive sa médication antidouleur et puis ses benzodiazépines. Puis malgré de multiples essais pharmacologiques, il demeure avec beaucoup de symptômes psychotiques. Donc, c'est des cas qui sont suffisamment précis pour que vous puissiez vous les imaginer, mais suffisamment larges pour que vous puissiez l'adapter. Fait que je vous invite à essayer de réfléchir à au moins un cas que vous avez là, qui peut être similaire à ceux-là. Si on pense aux caractéristiques des situations d'impasse, puis j'ai mis volontairement difficile entre guillemets, parce que c'est quelque chose qu'on a souvent tendance à dire, là, un patient difficile. Souvent, les patients qui sont difficiles, c'est les patients chez qui on ne sait pas quoi faire. Donc, des fois, ça parle aussi un peu de nos limites à nous. Ces patients, mais il y en a un peu plus qui ont des problématiques justement de toxicomanie, des comorbidités, donc aussi certains problèmes médicaux complexes, des problèmes de douleur, des problèmes psychiatriques et psychologiques multiples. Donc, il y a plusieurs comorbidités. Une des grosses choses qu'on trouve difficile, c'est quand la personne n'est pas au même niveau de motivation qu'on souhaiterait qu'elle soit. Donc, quelqu'un qu'on veut qu'il change, mais qu'elle n'est pas prête à changer. Il y a des situations de vie qui sont difficiles, donc des problèmes sociaux, familiaux complexes, et il y a toutes les notions relationnelles qui peuvent être difficiles avec certains patients. D'autres situations plus aiguës qui peuvent nous mettre mal à l'aise, donc la personne qui est agressive, qui est non collaborante ou qui a des attentes complètement irréalistes. Le vécu de la personne va aussi rendre des fois les interactions plus difficiles. Donc, quelqu'un qui a eu un vécu traumatique. Puis là-dedans, on peut inclure aussi les contacts médicaux antérieurs ou si on s'est fait attacher 4-5 fois à l'urgence, ça se peut qu'on soit un peu plus stressé quand on rencontre le psychiatre ou l'infirmière de ce triage. La stigmatisation, les valeurs, la culture de la personne, ça peut venir teinter comment est-ce qu'il va réagir avec nous. Et des fois, bien, il y a des situations où la personne qu'on a devant nous a un agenda caché. Donc, elle vient en vous disant qu'elle est très anxieuse, mais vous avez l'impression que ce qu'elle veut, c'est des benzodiazépines ou un arrêt de travail. Et puis là, vous êtes un peu déchiré entre où est-ce que je mets ma limite. Puis l'autre aspect qui est important de reconnaître, c'est les limites du système. Des fois, il y a des situations où
on sait ou on a une bonne idée de ce qu'on aimerait que la personne puisse avoir, mais c'est tout simplement pas disponible ou il y a 2 ans et demi d'attente et puis ça fait vivre un certain malaise. Quand on parle des troubles concomitants, donc des enjeux de santé mentale et des enjeux de dépendance, mais c'est important quand même de se rappeler que pourquoi il y a ce écho, puis pourquoi on est là, puis pourquoi on a beaucoup de situations d'impasse, mais c'est que, la prévalence des comorbidités est assez élevée. Donc, avoir un trouble, en général, ça double à triple les chances d'avoir un trouble de l'autre famille. Les deux vont évoluer de façon défavorable. Donc, quelqu'un qui a un trouble d'usage, mais son trouble de l'humeur, sa dépression va évoluer de façon plus défavorable. Mais c'est aussi important de se rappeler que la personne qui a un trouble d'usage et une dépression, son trouble d'usage va aussi évaluer de façon plus défavorable. Donc, c'est vraiment, ça s'influence vraiment là, dans les deux sens. Quand on combine des enjeux de santé mentale, de toxicomanie, avec des enjeux aussi souvent de personnalité, bien, la dangerosité est accrue. C'est plus ces patients-là qui ont des chances de faire des tentatives de suicide ou de devenir agressifs. Ils prennent souvent un peu moins soin d'eux et puis ils consultent de façon moins régulière. Donc, il y a souvent plus de complications médicales, de complications physiques. Il y a une plus grande vulnérabilité sociale, un plus grand risque d'itinérance. C'est plus difficile pour eux d'avoir accès aux soins. Puis souvent, quand ils ont accès aux soins, ils vont le faire de façon un peu chaotique. Donc, souvent en étant beaucoup à l'urgence, en ayant demandant beaucoup de ressources, mais de façon assez inefficace. Et tout ça va aussi influencer que souvent les proches, la famille, mais aussi nous, les professionnels, bien, on devient un peu épuisé, puis on peut avoir tendance à jeter la serviette en se disant qu'il n'y a plus grand-chose à faire. Ce qui est important aussi, c'est de se rappeler que ce vécu que le patient peut avoir, traumatique, son expérience avec l'autorité, le risque d'abus, les relations du passé, ses propres valeurs, bien, on est des êtres humains, donc on a aussi les mêmes enjeux qui peuvent venir influencer quand même notre vision de ce patient-là. Donc, notre propre valeur, notre propre culture, puis nos propres expériences passées dans notre vie personnelle, mais aussi professionnelle, va venir influencer la relation qu'on va avoir avec la personne devant nous. Les situations d'impasse, souvent, ça génère de l'inconfort, de l'impuissance, puis un sentiment d'incompétence. Et on a souvent, comme être humain, le réflexe que quand on ne sait pas quoi faire, bien, que c'est la faute de la personne en face de nous et pas la nôtre. Donc, c'est quelque chose que c'est bien quand même de garder en tête. On peut être frustré de ne pas être écouté, qu'il y ait une résistance au changement, où là, on sait très bien ce que le patient devrait faire, mais il ne le fait pas, puis il s'embourbe, et puis là, ça devient frustrant parce qu'on a l'impression qu'on ne sait pas grand-chose. Ces situations-là qui sont souvent à haute décharge émotionnelle, bien, cette émotion-là qu'on vit peut venir nous empêcher de réfléchir. Donc, on peut penser, par exemple, à un patient qui fait peur ou qui est intimidant. Moi, si j'ai peur de manger un coup de poing, bien, je ne vais pas réfléchir de façon très efficace. Le sentiment d'être utilisé, qu'on veut quelque chose de nous, mais des fois, ça nous aveugle un peu et puis on oublie que la personne peut avoir aussi à côté d'autres besoins légitimes. Et des situations qui nous rendent inconfortables, bien, des fois, dépendamment de notre propre personnalité, on peut réagir soit en rejetant la personne qui est devant nous ou en inverse, en ayant envie de le sauver. Et puis, on est à risque à ce moment-là de soit en faire trop ou de soit en faire pas assez. Donc, une certaine connaissance quand même de soi-même puis de nos réactions, bien, des fois, ça peut même devenir un atout, hein, de se dire, bien là, quand j'ai le goût de lancer le patient par la fenêtre, bien, c'est peut-être que c'est tel enjeu qui m'appartient aussi à moi. Puis qu'est-ce que je peux faire à ce moment-là pour aider et devenir plus thérapeutique? Un rappel de base, c'est important, même si c'est des choses de base, parce que souvent, si vous repensez à un patient que vous avez trouvé difficile, il y a un de ces aspects-là souvent qui a fait défaut. Puis ce n'est pas votre faute, ce n'est pas la mienne quand je trouve des patients difficiles, c'est un peu la situation qui est dure. Donc, de se rappeler d'essayer de rester empathique, bienveillant, puis de faire attention de ne pas avoir une approche où on juge la personne. D'être capable de naviguer entre avoir un rôle d'expert, mais sans nécessairement en prendre la position. Puis d'être capable de s'adapter au contexte. Donc, la même personne qui voit le même patient, s'il voit à l'urgence, à son bureau privé, dans une équipe multidisciplinaire, bien, il ne fera pas nécessairement la même chose, puis c'est normal. Puis, l'autre point important, bien, d'éviter involontairement là, de blâmer le patient quand on se retrouve dans une situation difficile. Autre rappel de base, bien, on entend souvent parler des limites du cadre, mais mettre des limites, mettre un cadre, ça ne veut pas nécessairement dire être bête et sec. On peut le faire en étant tout à fait empathique, bienveillant,
mais en mettant les limites de ce qu'on peut faire et de ce qu'on ne peut pas faire. Se rappeler que l'expression de la souffrance, ça peut prendre diverses formes. Des fois, les gens vont pleurer, mais des fois, ils vont crier, des fois, ils vont frapper dans le mur. Puis donc, ça nous aide, même si notre première réaction, c'est d'avoir peur, ça nous aide de se rappeler que ça peut être une expression de la souffrance. L'importance du non-verbal, on observe beaucoup le non-verbal de la personne devant nous, mais eux font la même chose avec nous. Puis souvent, ce n'est pas nécessairement ce qu'on dit qui est important, mais de la façon qu'on le dit, puis dans l'attitude dans laquelle on est. Donc, surtout quand vous êtes dans une situation d'impasse, d'essayer de vous observer un peu puis de faire un peu attention au non-verbal que vous avez. Puis bien sûr, toutes les stratégies qu'on utilise, c'est important de les moduler selon l'alliance qu'on a déjà avec le patient puis votre propre connaissance du patient. Donc, si vous avez déjà eu des expériences difficiles avec un patient, souvent, ça peut devenir un avantage parce que vous savez déjà un peu ce qui marche, ce qui ne marche pas. Donc, tous ces enjeux-là de base, c'est des choses importantes à avoir. On ne peut pas penser à tout ça avant. Donc, souvent, moi, avant d'aller voir un patient qu'on sait qu'il va peut-être qu'on va trouver plus difficile, ça peut valoir la peine de se mettre dans un certain état d'esprit. Donc, d'un côté, on va essayer de reconnaître que certains patients sont difficiles puis que c'est normal, puis que ça ne veut pas dire qu'on est incompétent, qu'on ne sait pas faire notre job ou quoi que ce soit. C'est normal. Mais en même temps, on peut, pour reconnaître que des fois, involontairement, par nos réactions, on peut augmenter la difficulté de la situation. Puis qu'on peut contribuer à cette situation difficile. Donc, on va essayer comme soignant de reconnaître que la situation de la personne est difficile, mais continuer à faire de notre mieux pour trouver des stratégies pour rendre cette situation un petit peu plus facile. Comment est-ce qu'on fait pour essayer de trouver ces situations-là? Donc, j'ai essayé de vous résumer une problématique complexe de façon simple. Donc, c'est sûr que ça ne répondra pas à 100% des interrogations, mais ça aide à se donner une structure pour réfléchir à ces situations-là. Donc, face à une situation dure, moi, la première question que j'ai tendance à me demander, c'est quoi le niveau de dangerosité et d'urgence? Parce que s'il n'y a pas d'urgence, qu'il n'y a pas de dangerosité, on peut prendre le temps de prendre un peu de recul, puis de réfléchir, à la limite de parler avec des collègues, puis on peut respirer un peu. Si, à l'inverse, il y a une urgence, le patient est en train de marcher pieds nus à moins 40 l'hiver, on commence par gérer l'urgence et puis, même si la personne n'est pas contente, on gérera après parce que c'est ça qui prime. Une fois que la personne est en sécurité ou qu'on a convenu qu'il n'y avait pas d'urgence, on se pose un peu, c'est de où que ça vient cette difficulté-là? Est-ce que c'est les demandes du patient? Est-ce que c'est un choc de valeur? Est-ce que c'est une intensité émotionnelle qu'on vit? Puis est-ce que c'est ça pour la personne qui est devant nous, pour nous ou pour notre équipe en tant que telle? Donc ça va essayer de nous aider à prendre un petit peu de recul là, par rapport à la situation. Et en parallèlement à ça, on va se demander, si je mettais la situation de cette personne-là sur papier, que j'oublie un peu tous ces enjeux-là émotionnels, ça serait quoi, dans le meilleur de mes connaissances, que les données probantes me diraient de faire? Ce serait quoi les traitements que je lui recommanderais? Ce serait quoi mon plan de match? Souvent, quand on le fait de façon un peu plus théorique comme ça, c'est beaucoup plus facile de réfléchir. Puis une fois qu'on a une idée de qu'est-ce que je devrais lui offrir, on se pose la question, est-ce que ces interventions que je lui offre sont en lien avec le stade du changement du patient, avec ses objectifs? Donc, c'est sûr que si moi, j'offre à quelqu'un une thérapie de 9 mois, mais que la personne elle considère qu'elle n'a aucun problème de consommation, risque d'y avoir un petit clash. Et puis, à ce moment-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on revient à c'est quoi le niveau de dangerosité, d'urgence. Puis, s'il n'y a aucune dangerosité, aucune urgence, peut-être qu'il faut trouver un plan de match alternatif. Puis, si à l'inverse, il y a une dangerosité de l'urgence et puis qu'on va chercher des moyens légaux pour le forcer, il faut être conscient que ce changement-là imposé va prendre un peu plus de temps que le patient. Le patient, ça va lui prendre un peu plus de temps à digérer, puis qu'on ne peut pas espérer qu'en une ou deux rencontres, il se revire de bord et puis qu'il change rapidement. Si on revient avec ces trois questions-là au cas qu'on a mentionné, donc vous repensez au jeune de 19 ans qui est bipolaire, qui consomme, qui revient à l'urgence fréquemment avec des symptômes, on fait cette réflexion-là. Est-ce qu'il y a une dangerosité? Est-ce qu'il y a une urgence? Donc, est-ce que la personne, quand on le rencontre, elle est en manie psychotique avec des agirs agressifs depuis 24 heures qu'elle est à l'urgence et puis que là, c'est sûr, je le mets en sécurité. Ou à l'inverse, elle était amenée parce qu'elle était intoxiquée, mais là, il n'y a plus aucun symptôme. Et puis là, ça va changer un petit peu ce qu'on va faire. Est-ce que ce qu'on trouve difficile, c'est que le patient est jeune et puis qu'il est en train de se détériorer et puis que ça nous fait, nous sentir un peu impuissants? Est-ce que c'est que lui ne trouve même pas qu'il y a un problème et puis vient un peu choquer nos valeurs? Donc, on essaye de réfléchir à c'est quoi qui fait en sorte qu'on trouve cette situation difficile.
Ensuite de ça, on réfléchit à ça serait quoi les données probantes. Puis c'est possible qu'à ce moment-là, vous vous rendiez compte que ce patient-là, il ne prend jamais sa médication et puis qu'on voudrait lui offrir à ce moment-là une médication sous forme injectable ou qu'il est réfractaire au traitement et puis qu'il faut changer de famille. Donc, s'il y a juste des antipsychotiques, peut-être on essaye un stabilisateur de l'humeur. Puis c'est possible aussi que vous vous disiez, ça lui prendrait un milieu plus encadré. Puis là, ça va être important d'aller regarder, c'est quoi que le patient souhaite. Puis si lui est en précontemplation, ne veut pas du tout changer sa consommation, il faut se demander est-ce que j'ai un levier légal pour le forcer ou pas? Est-ce que le niveau de dangerosité est suffisant pour que je le force? Puis si la réponse est non, à ce moment-là, c'est qu'il va falloir que je tolère d'aller plus vers une approche de réduction des méfaits, du motivationnel, puis de l'aider au niveau du case management dans les autres sphères de sa vie, puis que ça va prendre un petit peu de temps avant qu'il évolue vers peut-être un plan plus optimal. Si on reprend l'autre dame qui vous reproche de rien faire pour elle, vous allez d'abord vérifier c'est quoi son niveau de risque suicidaire, surtout avec ses 10 tentatives de suicide. S'il n'y a pas de risque suicidaire, qu'elle est rassurante de ce côté-là, il y a des bonnes chances que ce que vous trouviez difficile, c'est entre autres que vous cassez le cerveau depuis un bout de temps, vous cherchez comment l'aider, vous vous êtes beaucoup investi, puis elle vous reproche de rien faire, ce qui est un peu frustrant, ce qui est tout à fait légitime. Et puis là, vous pouvez y réfléchir, de se dire, elle a réagi comme ça, potentiellement parce qu'elle est dans une situation de crise. Puis peut-être que le fait qu'elle est dans une situation de crise comme ça, je vais adapter mes façons de faire, je vais me mettre en mode gestion de crise. Donc, je ne chercherai pas tout de suite une solution pour elle. Je vais commencer par valider sa souffrance, voir un peu comment est-ce qu'elle réagit. Puis une fois que tout le niveau d'émotion est chez elle et chez moi va être baissé, là, je vais pouvoir essayer de trouver des pistes de solutions. On regarderait aussi ce qu'on a au niveau des données probantes. Puis ça se peut que chez elle, vous vous rendiez compte qu'avec tout le côté personnalité, les tentatives de suicide, ça, finalement, elle n'a pas eu d'intervention pour l'alcool. Donc, il n'y a pas eu de proposition de naltrexone ou de Campral ou de gabapentin. Puis là, vous pourriez vous poser la question, est-ce qu'il faut lui offrir? Puis ensuite de ça, c'est possible que elle souhaite essayer de trouver une façon de la soulager, mais que pour elle, elle n'est pas vraiment prête à changer sa consommation. Puis là, un peu comme j'ai mentionné de l'autre côté, vous allez voir, est-ce que j'ai une urgence, une dangerosité importante? Puis sinon, peut-être qu'il faut que moi, je revoie mes attentes, puis que ça se peut qu'elle ne change pas rapidement et puis que ça puisse prendre un certain temps. Le dernier cas, donc du monsieur de 59 ans qui a une schizophrénie plutôt réfractaire, dans ces situations-là, souvent, il y a moins de dangerosité d'urgence parce que c'est une problématique qui dure depuis des années. Puis ce qui est souffrant, c'est justement que ça dure depuis plusieurs années puis qu'on se sent impuissant. Donc, souvent, on va avoir ce sentiment d'impuissance qui est là et qu'on ne sait plus trop quoi faire. On peut le gérer en allant, par exemple, en parler à des collègues. Le écho peut servir à ça aussi, de partager cette impuissance-là. Puis des fois, on n'a pas de solution miracle, mais au moins, on se dit, j'ai cherché toutes les pistes de solutions. On peut réfléchir à qu'est-ce que les données probantes me diraient. Donc, par exemple, une situation comme ça, est-ce que ce monsieur-là a eu de la clozapine? Peut-être que oui, peut-être qu'il y a déjà eu plein d'essais. Et après ça, c'est quoi son stade de changement? Ça arrive, c'est un peu le but avec cette vignette-là, que même quand on passe là-dessus, ce qu'on se rend compte, c'est que la personne a une maladie très sévère et réfractaire, puis c'est un peu les limites de la situation dans laquelle on est. Puis à ce moment-là, c'est de se dire, OK, si on n'est pas capable d'améliorer de façon drastique sa situation, c'est quoi les petits pas qui sont réalistes? Puis souvent, en revoyant à ce moment-là nos attentes, les attentes du patient, puis en se fixant des très petits objectifs pour avoir des succès, on va être capable de devenir un peu moins découragé. Puis c'est souvent le cas dans des situations où le patient collabore en fait assez bien, a eu plein d'essais, mais que malheureusement, il y a une pathologie là, qui est beaucoup plus réfractaire. Donc, ça fait le tour pour cette présentation-là. Je vais repasser la parole à Timothée, et puis si jamais il y a des questions, commentaires, c'est le bienvenu. Merci, Dr. Dubreuil. Je vois qu'il y en a une question. Donc, Laurie? Oui, en fait, ce n'est pas nécessairement une question, mais j'ai envie de partager, moi, mon appréciation là, par rapport à cette capsule-là que j'ai vraiment trouvée intéressante. Je trouve que ça amène, c'est ça, une certaine structure, des belles pistes de réflexion, mais moi, j'ai beaucoup senti la trame de fond de la bienveillance dans cette capsule-là, autant pour nous, intervenants, mais la bienveillance aussi pour les usagers qui sont parfois, justement,
on va dire plus difficiles, là, mais bref, je voulais vraiment remercier. J'ai particulièrement apprécié. Merci. Merci beaucoup.